Il y a un autre sujet à propos de Descartes qui est intéressant, et on va en parler, c'est la prudence de Descartes. Pourquoi la prudence de Descartes? Il faut savoir qu'en 1629, il a arrêté une œuvre qu'il avait entreprise. Cette œuvre, c'était tout simplement d'écrire un livre, un grand livre sur tous les travaux de sa vie, et qu'il a arrêté net lorsqu'il a appris que Copernic, qui était un contemporain à lui, fut arrêté. Donc Copernic, effectivement, avait démontré que la Terre était ronde, et ça n'avait pas beaucoup plu à l'époque, au pouvoir qui était en place. Et pour ça, il a été jeté en prison. Et lorsque Descartes l'a appris, il a immédiatement arrêté ses travaux. Qu'y avait-il dans ces travaux qui pouvait déranger? C'est la question qu'on peut se poser. Ensuite, il a continué à écrire, mais il s'est focalisé sur des sujets qui étaient beaucoup plus précis, sur la méthode, sur la géométrie, la dioptrique, comme on vient d'en parler. Mais tout d'un coup, la partie métaphysique était un petit peu mise de côté, jusqu'à ce qu'elle réapparaisse en 1641. Où là, il ne parle que de ça, effectivement. Il ne parle que de la démonstration de l'existence de Dieu. Il parle du dualisme. En 1649, il publie aussi les passions de l'âme. Les passions de l'âme parlent de l'interaction, justement, entre le corps et l'âme, enfin, entre le corps et l'esprit. Donc là, on est en train de toucher au sujet qui nous intéresse, hein, c'est-à-dire l'interaction entre l'esprit et la matière. Est-ce que l'une a un pouvoir sur l'autre? Quel rapport entre l'un et l'autre? On commence à rentrer dans le vif du sujet, et là, en 1650, Descartes meurt. Descartes meurt, soi-disant, et c'est ce qui est admis pour le plus commun des mortels, d'une pneumonie aiguë. Mais il y a une autre théorie qui nous vient d'un universitaire allemand, qui s'appelle Herbert, selon laquelle Descartes aurait été empoisonné par un prêtre catholique. En effet, de l'arsenic aurait été placé dans une hostie qu'on lui aurait donné à manger, et ce qui l'aurait tué. On avait trouvé du sang dans ses urines, beaucoup de choses cliniques qui prouveraient a priori qu'effectivement il a été empoisonné. Alors, il n'y a pas de preuve formelle qui puisse nous assurer à 100% que cette théorie soit réelle. Il y a tout le croire que par les découvertes qu'il avait faites vers la fin de sa vie, Descartes était en danger. Descartes était en danger, tout comme Copernic le fut. Et tout comme le furent des hommes qui découvrirent des choses qui dérangeaient le pouvoir en place, et notamment l'Église. Si on récapitule un peu tout ça, de quoi on s'aperçoit? On s'aperçoit que Descartes, en 30 ans de vie humaine, a réalisé un travail tellement phénoménal qu'il faudrait des centaines d'années pour y arriver, pour un seul ou même plusieurs hommes. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Imaginez que le crâne de Descartes, il y a encore pas longtemps, et je crois qu'il est encore au musée de l'homme, et qu'il y a eu toute une polémique pour le ramener dans sa ville natale, etc. On s'en dispute, il y a des polémiques pour savoir si c'est vraiment son crâne, etc. Est-ce qu'on peut penser que nous-mêmes, nous aurons le même destin? Descartes fait partie de ces personnalités comme Albert Einstein ou Mozart, qui furent des extraterrestres sur la Terre. On ne sait pas exactement d'où leur venaient ces informations. On ne sait pas exactement d'où venaient ces découvertes, comment elles en sont arrivées là. Mais on peut quand même se poser des questions. Et aujourd'hui, c'est le but de cette vidéo, essayer de percer un mystère, comprendre exactement ce qu'il avait découvert, quelles étaient ces découvertes métaphysiques qui lui permettaient d'être un tel génie. Alors là, on en arrive à ce qu'on appelle le cogito. Le cogito, c'est quoi? Ça vient du latin cogito, cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. La fameuse phrase de Descartes que tout le monde connaît, mais que peu de gens comprennent vraiment. Car il faut vraiment lire Descartes, vraiment s'intéresser à la métaphysique pour comprendre exactement ce que ça veut dire. Je pense, donc je suis, fait une relation entre l'être immatériel et l'être matériel. Puisque si je pense, c'est ce qu'il a à vous dire, hein, si je pense actuellement, si je suis conscient, c'est que j'existe. Donc on fait bien le lien entre quelque chose d'immatériel et quelque chose de matériel. Les pensées sont immatérielles, d'accord? Et j'existe donc j'existe dans la réalité. Donc il y a bien là une transmutation de la partie immatérielle vers la partie matérielle. On part de la pensée et on arrive à la matière. Donc il y a bien une transmutation de la partie immatérielle vers la partie matérielle.
Alors dans mon œuvre et dans mes recherches, je suis arrivé un jour à cet axiome de base qui dit ceci, qui dit « Il n'y a pas de monde sans observateur ». En réalité, il n'y a pas de monde sans observateur est un complément du cogito. Parce que la théorie du projecteur repose sur cet axiome irréfutable, il n'y a pas de monde sans observateur. Il n'y a pas de monde sans observateur est un axiome irréfutable, de même que je pense donc je suis. Il faut comprendre que je pense donc je suis, c'est un axiome. C'est quelque chose qu'on admet, qui est irréfutable. Et de là, on en déduit tout un tas de conséquences, et c'est ce qu'a fait Descartes. Il l'a pris comme base pour sa propre philosophie. Lorsque j'ai trouvé moi-même cet axiome, il n'y a pas de monde sans observateur, j'en ai déduit toute ma théorie sur la pensée créatrice. Et là, on peut relire cette phrase dans le discours de la méthode, lorsque Descartes parle de cette vérité toute simple, je pense donc je suis, qui sert d'axiome irréfutable, inébranlable. En remarquant que cette vérité, je pense donc je suis, était si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler, je jugeais que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la philosophie que je cherchais. On y est. C'est la notion d'axiome et de dalle porteuse de tout son raisonnement. De même que il n'y a pas de monde sans observateur est la dalle porteuse de tout mon raisonnement.